Le 19 décembre 1944, à l'aube, près de Stavelot. Le Hauptsturmführer regarde son Königstiger glisser sur le verglas, sûr de sa supériorité. 68 tonnes d'acier, un blindage frontal de 150 mm. Aucun char américain ne peut le toucher de face. C'est ce qu'on lui a enseigné. C'est ce qu'il croit encore, à cet instant précis. Devant lui, une silhouette basse surgit entre les maisons en ruine. Une carcasse de Sherman, pense-t-il d'abord. Familière, inoffensive. Il a détruit des dizaines de ces boîtes de conserve depuis la Normandie. Puis, le canon parle. Pas le claquement sec d'un 75 mm américain qu'il connaît par cœur. Un coup de tonnerre différent, plus grave, plus lourd. Le genre de bruit qu'on entend une fois dans une vie, juste avant de comprendre qu'on ne comprendra jamais ce qui vient de se passer. L'obus traverse le flanc de son char comme si l'acier n'existait pas. Il n'a jamais entendu parler de cette arme. Aucun rapport de la Freme de Heer West ne mentionne son existence. Pour lui, à cette seconde, elle ne devrait tout simplement pas exister. Il a tort, et il n'aura pas le temps de comprendre pourquoi. Reculons de 4 mois. Le 7 août 1944, dans les vergers de Mortain, en Normandie. Un Sherman du 743e bataillon de chars avance entre les pommiers. Le sergent qui commande l'équipage a repéré une silhouette grise à 900 mètres. Un panthère allemand, immobile, presque négligent, comme s'il savait déjà qu'il n'a rien à craindre. Le tireur américain ajuste. Il connaît son canon de 75 mm. Il l'a utilisé 100 fois depuis le débarquement. Il presse la détente. L'obus part. Il traverse l'air, frappe le blindage frontal du panthère en plein centre, et il ricoche. Une étincelle. Un bruit métallique sourd. Rien d'autre. L'acier allemand a simplement refusé de céder. Le panthère, lui, n'a pas besoin d'un deuxième tir pour répondre. Sa tourelle pivote avec une lenteur calculée. Son canon de 75 mm Kabakuga K-42, plus long, plus puissant, plus précis à longue distance, crache une seule fois. Le Sherman explose. 3 hommes meurent sur 5. Cette scène n'a rien d'exceptionnel. C'est le quotidien des équipages américains depuis le 6 juin. Depuis le bocage normand, les rapports s'accumulent sur les bureaux des officiers de blindés. Toujours la même histoire, toujours la même conclusion amère. Le canon de 75 mm du Sherman, conçu à l'origine pour appuyer l'infanterie et non pour détruire des chars, ne perce pas le blindage frontal d'un Panther au-delà de quelques centaines de mètres. Face à un Tiger, c'est encore pire. Les Américains le savent. Leurs ingénieurs le savent depuis des mois. Une version améliorée existe. Le canon de 76 mm, plus long, à vitesse initiale plus élevée. On l'installe sur certains Sherman à partir de l'été 1944. Les équipages l'accueillent avec espoir. Cet espoir se brise vite. Face au blindage incliné et sémenté des chars allemands les plus lourds, le 76 mm reste insuffisant à distance de combat réel. Les rapports de terrain le confirment, bataille après bataille. Les Panthers continuent de détruire les Sherman avant même que ces derniers ne soient à portée utile de riposte. Pourtant, une solution existe. Elle est connue. Elle est même prête sur le papier depuis plus d'1 an. Un canon de 90 mm dérivé de la défense anti-aérienne, dont la vitesse initiale et la puissance de pénétration dépassent largement celles du 75 et du 76. Des prototypes circulent déjà entre les arsenaux américains. Des ingénieurs plaident pour son installation immédiate sur les châssis de Sherman et de chasseurs de chars. La réponse qu'ils reçoivent encore et encore est non. Ce refus ne vient pas d'un manque de moyens industriels. L'Amérique de 1944 produit des chars par milliers, des canons par dizaines de milliers, des munitions par millions. Le problème n'est pas matériel. Le problème porte un nom, un grade et une doctrine. Et tant que cet homme reste en poste, aucun équipage américain en Normandie ne montera dans un char capable de rivaliser, de face, avec un Panther ou un Tiger. Les hommes qui meurent dans les vergers de Mortain ne le savent pas encore. Mais leur sort, à cet instant précis, ne dépend pas des ingénieurs de Détroit. Il dépend d'un général qui n'a jamais combattu un Panther de sa vie, mais qui a décidé depuis son bureau que les chars américains n'en auraient jamais besoin. Le général Leslie James McNair dirige depuis 1942 l'Army Ground Forces, le commandement qui façonne la doctrine de l'armée de terre américaine entière. Aucun char, aucun canon,
Aucune unité blindée ne part au combat sans avoir d'abord passé son filtre. Sa doctrine repose sur une idée simple, presque élégante sur le papier. Les chars ne combattent pas les chars. Pour McNair, le char est un outil de percée. Il déchire les lignes ennemies, exploite la rupture, fonce vers l'arrière, sème la panique dans les zones logistiques. Sa vitesse est sa protection. Son blindage léger n'est pas une faiblesse, c'est un choix. La destruction des blindés ennemis, elle, revient à une autre arme, pensée spécifiquement pour ce rôle, le chasseur de chars. Rapide, discret, armé d'un canon puissant, mais sans tourelle blindée tous azimuts. Le M10 Wolverine en est l'incarnation. Sur le papier, il complète parfaitement le Sherman. En Normandie, cette architecture intellectuelle s'effondre en quelques semaines. Les Allemands ne jouent pas selon les règles que McNair leur a écrites. Leurs Panther et leurs Tiger n'attendent pas d'être contournés. Ils s'embusquent dans les haies du bocage, ouvrent le feu à 800, 900, 1000 mètres et détruisent les M10 avant que ceux-ci n'aient eu le temps d'identifier la menace. Le blindage léger du Wolverine, censé être compensé par la mobilité, devient une condamnation. Un seul obus de 75 ou de 88 mm allemand suffit à le transformer en torche. Les équipages le comprennent avant les généraux. Sur le terrain, les rapports remontent, unanimes, désespérés. Il faut un canon plus puissant. Il faut un blindage plus épais. Il faut, surtout, arrêter de penser que la doctrine d'avant-guerre tiendra face à ce que les Panzerdivisionen alignent réellement. Face à cette pression, les ingénieurs de l'Ordnance Department proposent depuis des mois une réponse concrète. Monter le canon de 90 mm, jusque-là réservé à la défense antiaérienne et à quelques chasseurs de chars expérimentaux, directement sur le châssis du Sherman. McNair refuse. Sa décision ne sort pas du néant. Elle s'appuie sur des tests menés au terrain d'essai d'Aberdeen, dans le Maryland, en 1943. Ces tests comparent la pénétration des obus américains sur des plaques de blindage censées reproduire l'acier allemand. Le problème, c'est que ces plaques sont mal calibrées. Elles ne reproduisent pas le blindage sémenté que les usines allemandes utilisent réellement sur leurs Panther et leurs Tiger, un acier dont la surface durcie est conçue précisément pour briser les obus perforants au moment de l'impact, plutôt que pour simplement résister à leur pénétration. Les résultats d'Aberdeen suggèrent donc, à tort, que le 76 mm existant suffit largement, que le 90 mm serait un gaspillage de ressources industrielles, un canon trop lourd, trop encombrant, pour un gain marginal. McNair s'appuie sur cette erreur de mesure pour fermer la porte. Et tant qu'il occupe son poste, avec l'autorité qu'il a accumulée depuis le début de la guerre, personne au sein de l'armée de terre n'a le pouvoir de la rouvrir. Les ingénieurs insistent. Les rapports de Normandie s'accumulent. Les pertes en hommes et en blindés continuent de grimper, bataille après bataille, dans les haies et les vergers du bocage. Mais sur le papier, dans les bureaux de Washington, la doctrine tient encore. Elle tiendra jusqu'au 25 juillet 1944. Jusqu'à un ciel rempli de bombardiers américains au-dessus d'un homme qui ne reviendra pas de cette journée. Le 25 juillet 1944, près de Saint-Lô. L'opération Cobra commence à l'aube. Le plan est simple sur le papier, terrifiant dans son exécution. Des centaines de bombardiers américains doivent écraser un couloir étroit de lignes allemandes juste devant les positions américaines pour ouvrir une brèche que les blindés exploiteront ensuite vers le sud. Le général McNair veut voir cela de ses propres yeux. Il a quitté Washington pour la Normandie quelques semaines plus tôt, officiellement pour observer les opérations sur le terrain. Il se trouve ce matin-là dans une tranchée d'observation, à quelques centaines de mètres seulement de la ligne de front américaine, parmi les soldats du 9e régiment d'infanterie. Le bombardement commence par vagues. Forteresses volantes, B-17, bombardiers moyens, des centaines d'appareils qui doivent toucher une cible précise, étroite, à la limite immédiate des troupes américaines elles-mêmes. La marge d'erreur est presque nulle, et elle ne tient pas. Une partie des bombardiers larguent leur charge trop tôt. La fumée et la poussière soulevées par les premières vagues masquent les repères visuels pour les suivantes. Vague après vague, les bombes tombent de plus en plus près des lignes américaines jusqu'à les recouvrir directement. Le bombardement que McNair est venu observer comme une démonstration de puissance américaine se referme sur ses propres troupes. Plus de 100 soldats américains meurent ce jour-là sous les bombes de leur propre aviation. Le général Leslie James McNair est parmi eux,
tué dans sa tranchée d'observation à quelques kilomètres seulement du front qu'il était venu inspecter. Il devient, ce jour-là, l'officier américain de plus haut rang tué par un tir ami au cours de toute la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine maquille d'abord les circonstances de sa mort pour ne pas révéler aux Allemands l'ampleur de l'erreur. Officiellement, pendant un temps, on évoque une mort au combat, sans détail. La vérité ne sera pleinement reconnue que plus tard. Mais au-delà du drame humain, la mort de McNair produit un second effet, plus discret, presque invisible sur le moment, et pourtant décisif. L'homme, qui, depuis son bureau de Washington, bloquait depuis des mois l'adoption du canon de 90 mm sur les châssis américains, n'est plus là pour s'y opposer. Sa doctrine ne disparaît pas du jour au lendemain. Les structures qu'il a bâties survivent un temps à son absence. Mais l'obstacle institutionnel le plus déterminé, le plus influent, celui qui pesait personnellement de tout son poids contre le 90 mm, vient de disparaître dans la fumée d'un bombardement raté. Dans les semaines qui suivent, les ingénieurs de l'Ordnance Department reprennent leur dossier. Les rapports de Normandie, ceux qui décrivent des Sherman incapables de percer un Panther de face, pèsent désormais plus lourd que les tests erronés d'Aberdeen. La production d'un nouveau chasseur de chars, armé du canon de 90 mm tant attendu, s'accélère enfin. Les hommes qui combattent encore dans le bocage, ce jour de juillet, ne savent rien de tout cela. Pour eux, rien ne change dans l'immédiat. Leurs Sherman tirent toujours les mêmes obus, ricochent toujours sur le même blindage allemand. Mais quelque part, dans un bureau de Washington, un dossier que personne n'osait signer depuis des mois, vient enfin de trouver une voie libre. Pour comprendre le canon qui va changer le destin des équipages américains, il faut remonter avant la guerre elle-même. Le canon de 90 mm M1 n'a pas été conçu pour détruire des chars. Il naît dans les années 1930 comme pièce anti-aérienne destinée à abattre des bombardiers à haute altitude. Sa mission initiale n'a rien à voir avec le combat terrestre. Sa vocation est de percer le ciel, pas l'acier. Mais pour atteindre un bombardier volant à plusieurs milliers de mètres d'altitude, un canon anti-aérien a besoin d'une qualité précise, une vitesse initiale extrêmement élevée pour que l'obus parcourt la distance le plus rapidement possible avant que la cible n'ait eu le temps de changer de trajectoire. Cette même qualité, presque par accident, fait du 90 mm un candidat redoutable pour percer du blindage. Un obus rapide frappe avec une énergie cinétique considérable. Et l'énergie cinétique, au moment de l'impact, c'est précisément ce qui permet de vaincre l'acier durci des chars allemands. Les ingénieurs américains le comprennent assez tôt. Mais comme on l'a vu, convertir cette compréhension technique en arme de terrain prend du temps et se heurte à une résistance institutionnelle qui ne cède qu'après la mort de McNair. Une fois la voie libre, le projet avance vite. On choisit de monter ce canon de 90 mm sur un châssis déjà existant, celui du M10 Wolverine, lui-même dérivé du Sherman. Le choix est pragmatique. Pas besoin de concevoir un véhicule entièrement nouveau, ce qui aurait pris des mois supplémentaires que l'armée américaine n'a plus. La nouvelle tourelle, plus large, plus lourde, doit accueillir ce canon volumineux et ses munitions. Pour compenser le poids supplémentaire sans alourdir excessivement le véhicule, les ingénieurs font un choix qui deviendra une signature visuelle de ce blindé. La tourelle reste ouverte sur le dessus. Pas de toit blindé pour protéger l'équipage du ciel ou des éclats d'obus tombant d'en haut. Un sacrifice de protection contre un gain de mobilité et de rapidité de production. Les équipages qui monteront dans ce véhicule devront vivre avec ce compromis, par tous les temps, sous toutes les menaces aériennes ou d'artillerie. Ce nouveau chasseur de chars reçoit une désignation militaire austère, M36 Gun Motor Carriage, avant que les hommes qui le pilotent et les historiens qui écriront son histoire ne le surnomment Jackson, en référence au général américain Stonewall Jackson. Sur le papier, ses performances sont impressionnantes. Le canon de 90 mm, avec ses munitions perforantes standards, peut théoriquement percer le blindage frontal d'un Tiger à environ 2000 mètres dans des conditions de test idéales. 2000 mètres. Une distance qui, en théorie, change tout. Une distance à laquelle un Tiger ou un Panther ne devrait plus avoir le monopole de la peur sur le champ de bataille. Mais entre les chiffres d'un rapport d'ingénierie et la réalité boueuse, brumeuse, chaotique d'un champ de bataille européen en 1944, il existe toujours un écart. Le M36 va devoir le découvrir par lui-même, sur le terrain,
avec des équipages qui n'ont pas encore appris à lui faire confiance. Fin septembre 1944, les premiers M36 traversent l'Atlantique et débarquent sur le sol européen. L'attente a été longue. Trop longue, diront plus tard les historiens, pour des équipages qui combattent depuis l'été dans des Sherman et des Wolverine, incapables de rivaliser de face avec l'armure allemande. Mais l'attente ne s'arrête pas vraiment avec le débarquement de ces nouveaux véhicules sur le continent. La bureaucratie militaire, même libérée de l'obstacle McNair, garde ses propres lenteurs. Les premiers M36 livrés aux unités américaines en France et en Belgique se heurtent d'abord à une forme de méfiance. Les équipages qui les reçoivent ont appris, à coups de pertes et de camarades brûlés vifs, à ne plus croire aux promesses des fiches techniques. Combien de fois leur a-t-on dit que tel ou tel canon suffirait face au Panther avant de voir ce canon ricocher sur du blindage cémenté? Cette méfiance n'est pas irrationnelle. Elle est le produit de 4 mois de guerre en Normandie, où chaque amélioration annoncée a fini par décevoir sur le terrain. À cela s'ajoute un problème plus concret. La formation au nouveau canon de 90 mm, à ses munitions spécifiques, à sa balistique différente de celle des canons précédents, prend du temps. Du temps que la logistique militaire en pleine course vers l'Allemagne ne facilite pas toujours. Les pièces détachées, les munitions adaptées, les instructions techniques, tout doit suivre le même chemin chaotique que les véhicules eux-mêmes, à travers des routes encombrées, des ports saturés, une chaîne logistique tendue à l'extrême depuis le débarquement. Certains bataillons reçoivent leur M36 avec un entraînement minimal, parfois quelques jours seulement avant de devoir les engager au combat. D'autres équipages apprennent littéralement sur le tas, ajustant leurs tirs d'essai en essai, découvrant les capacités réelles de leurs nouveaux canons en conditions de combat plutôt qu'en exercice. Le premier engagement sérieux qui confirme la promesse du 90 mm survient début octobre. Un M36 positionné en embuscade repère un Panther allemand à environ 2000 mètres. Distance à laquelle, quelques semaines plus tôt encore, aucun blindé américain n'aurait eu de réelle chance de percer son blindage frontal. Le tireur ajuste. Le coup part. L'obus traverse le blindage du Panther à cette distance que les rapports américains qualifiaient encore récemment de théorique. Le char allemand s'immobilise, en flammes. Côté allemand, l'événement déconcerte sans alarmer. Les officiers qui analysent la perte n'envisagent pas immédiatement qu'un nouveau canon américain en soit responsable. L'explication la plus simple, la plus rassurante aussi, s'impose d'elle-même dans les rapports. Il doit s'agir d'un tir d'artillerie lourde, peut-être une pièce de campagne mal repérée, peut-être un coup de chance d'une batterie alliée. Personne du côté allemand ne pense encore à un blindé américain capable de frapper avec une telle puissance à une telle distance. Cette erreur d'interprétation, anodine en apparence, va se répéter. Et elle va coûter cher dans les mois qui viennent à une armée allemande qui continue de sous-estimer une menace qu'elle ne sait même pas nommer. Pendant que les premiers M36 commencent à faire sentir leur puissance sur le front occidental, le renseignement militaire allemand reste, lui, dans l'ignorance presque totale. Le service responsable de l'analyse des forces alliées à l'ouest s'appelle la Fremde Heere West, l'organisme chargé d'étudier l'armée américaine, ses équipements, ses doctrines, ses véhicules. C'est sur ces rapports que se basent les officiers allemands pour évaluer la menace réelle qu'ils affrontent. Les photographies aériennes de reconnaissance allemandes captent bien, à plusieurs reprises, la silhouette de ces nouveaux chasseurs de chars américains. Mais de loin, à travers l'objectif granuleux d'un appareil de reconnaissance volant à haute altitude, sous la menace constante de la chasse alliée, le M36 ressemble beaucoup à son prédécesseur, le M10 Wolverine. Même châssis, même silhouette générale, même tourelle ouverte. La différence essentielle, ce canon plus long et plus massif de 90 mm, n'apparaît pas toujours clairement sur un cliché flou pris en vitesse. Les analystes allemands, déjà convaincus que les Américains utilisent principalement le M10 et son canon de 76 mm, interprètent ces nouvelles photographies à travers ce filtre. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir. C'est un biais de confirmation classique, mais aux conséquences mortelles sur le terrain. On continue de croire en une menace déjà connue, alors qu'une menace nouvelle, plus dangereuse, est en train de se déployer sous leurs yeux. L'occasion de corriger cette erreur se présente pourtant, à un moment donné, sur le terrain lui-même. Des unités allemandes parviennent à capturer ou à examiner de près l'épave d'un M36 détruit ou abandonné. Des ingénieurs militaires allemands, méticuleux comme toujours, mesurent le canon.
90 mm de calibre. La donnée est précise, vérifiée, indiscutable. Un rapport technique est rédigé. Il décrit ce nouveau chasseur de chars américain, son canon, ses caractéristiques générales déduites de l'examen de l'épave. Ce document, s'il circule rapidement et largement, pourrait changer la façon dont les unités blindées allemandes anticipent leurs engagements à l'ouest. Mais ce rapport doit suivre la chaîne de commandement, remonter jusqu'à Berlin, être analysé, validé, puis redistribué aux unités de terrain. Et en cette fin d'année 1944, Berlin n'est plus la capitale administrative efficace des premières années de guerre. Les bombardements alliés ont détruit des quartiers entiers. Les communications sont perturbées. Les services administratifs, déjà débordés par l'effondrement progressif des fronts à l'est comme à l'ouest, n'ont plus la capacité de traiter rapidement chaque rapport technique qui leur parvient. Le document sur le M36 prend du retard. Beaucoup de retard. Il met environ 4 mois avant d'être finalement traité et redistribué vers les unités combattantes. En attendant cette information, qui circule quelque part dans les couloirs administratifs en ruine de Berlin, les officiers allemands sur le terrain continuent de chercher des explications à leurs pertes inexpliquées. Une rumeur circule dans certains rapports. Les pertes récentes seraient dues à de nouvelles munitions britanniques au tungstène, particulièrement perforantes. Cette explication, fausse mais rassurante, détourne l'attention loin de la véritable cause. Pendant que les officiers allemands cherchent du tungstène britannique, c'est un canon américain de 90 mm, monté sur un chasseur de chars qu'ils confondent encore avec son prédécesseur, qui continue de détruire leurs blindés les plus lourds. L'ignorance, ici, ne tient pas à un manque de données, elle tient à un système administratif à bout de souffle et à un biais d'analyse qui empêche de voir ce qui se trouve pourtant déjà sous leurs yeux. Le 16 décembre 1944, à l'aube, le front des Ardennes explose sous une offensive allemande d'une ampleur que personne du côté américain n'avait anticipée. C'est la dernière grande offensive allemande à l'ouest, celle que l'histoire retiendra sous le nom de bataille des Ardennes ou Battle of the Bulge pour les Américains qui la subissent. Hitler y engage ses dernières réserves blindées dans l'espoir de percer les lignes alliées et de renverser le cours de la guerre à l'ouest. Parmi les blindés allemands qui avancent dans le brouillard et la neige, se trouva les King Tiger, le Tiger II, version encore plus lourde et plus blindée que son prédécesseur. Face à cette masse d'acier, les unités américaines stationnées dans la région sont en sérieuse infériorité numérique, prises au dépourvu par l'ampleur et la soudaineté de l'attaque. Autour de la ville de Saint-Vith, point stratégique que les Allemands doivent absolument percer pour respecter leur calendrier d'offensive, des unités américaines s'organisent dans l'urgence pour ralentir l'avancée. Parmi elles, le 814e bataillon de chasseurs de chars, équipé de M36. Ces équipages, formés dans la précipitation quelques semaines plus tôt, se retrouvent face à l'un des blindages les plus épais jamais déployés par l'armée allemande pendant la guerre. La réalité du combat est plus dure, plus nuancée que ce que les fiches techniques avaient promis. À longue distance, le blindage frontal massif du Tiger II résiste encore, dans bien des cas, aux obus perforants du 90 mm. Les M36 ne peuvent pas, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, abattre un King Tiger de face à 3000 mètres. Mais ce n'est pas l'unique mesure de leur efficacité. Leur présence, leurs tirs, leur simple existence sur le champ de bataille forcent les blindés allemands à changer de comportement. Un King Tiger qui sait qu'un canon capable de blesser sérieusement son blindage rôde dans les environs ne peut plus avancer avec la même insouciance qu'en Normandie face au vieux Sherman. Il doit ralentir, manœuvrer, chercher des angles d'approche plus sûrs, s'exposer parfois à des tirs de flanc bien plus dangereux pour lui que n'importe quel tir frontal. C'est précisément là que les M36 trouvent leur efficacité réelle. Non pas en perçant des plaques frontales de 150 mm à distance théorique, mais en attendant patiemment l'instant où un King Tiger, contraint de manœuvrer, expose son flanc ou son arrière, bien moins blindé que sa façade. À ces distances plus courtes, entre 800 et 1500 mètres, et sur ces angles plus vulnérables, le 90 mm américain devient réellement mortel, même face au blindage le plus épais que l'Allemagne ait produit en série. Plus au nord, un autre drame se joue, celui de la Kampfgruppe Peiper, colonne blindée du 1er régiment de Panzergrenadiers SS, qui a percé profondément dans les lignes américaines au début de l'offensive, avec l'espoir de capturer des stocks de carburant alliés en chemin. Cet espoir échoue.
Les réserves de carburant que Piper espérait s'emparer sont détruites ou évacuées avant son arrivée. Sa colonne, riche en blindés lourds mais affamés de fuel, s'enlise progressivement dans les vallées encaissées autour de Stoumont et de la Glaise, encerclée par des forces américaines qui se resserrent jour après jour. C'est dans cette phase finale, lorsque les King Tiger et les Panthers de Piper se retrouvent immobilisés, à court de carburant, parfois abandonnés par leurs propres équipages en pleine retraite à pied, que les M36 du 703e bataillon, en coordination avec l'aviation alliée revenue dans le ciel dès que la météo le permet, achèvent ce qui reste de cette colonne autrefois redoutée. La bataille des Ardennes ne révèle donc pas un M36 capable d'exploits irréalistes contre le blindage le plus lourd de la guerre. Elle révèle un outil imparfait, mais réel, qui change l'équation tactique sur le terrain, même sans réaliser entièrement les promesses inscrites sur le papier des ingénieurs. Janvier 1945. Les Ardennes sont enneigées, silencieuses par endroits, encore secouées par les combats ailleurs. L'offensive allemande, qui devait renverser le cours de la guerre à l'ouest, s'essouffle, puis recule, repoussée par la résistance américaine et par le manque chronique de carburant qui a paralysé tant de colonnes blindées allemandes, dont celle de Piper. C'est à ce moment précis, alors que l'issue de la bataille des Ardennes est déjà scellée, que le rapport technique sur le M36, rédigé des mois plus tôt après l'examen d'une épave capturée, achève enfin son trajet administratif depuis Berlin. Le document, longtemps bloqué dans les rouages d'une bureaucratie militaire à bout de souffle, est enfin distribué aux unités de Panzer qui combattent encore sur le front occidental. Le message qu'il contient est simple, factuel, presque anodin dans sa formulation officielle. Les Américains disposent désormais d'un chasseur de chars armé d'un canon de 90 mm, capable de menacer sérieusement le blindage des Panthers et, dans certaines conditions, celui des Tiger et des Tiger II. Pour les officiers et les équipages allemands qui reçoivent cette information en janvier 1945, elle arrive avec un goût particulièrement amer. Beaucoup d'entre eux ont déjà perdu des camarades, des chars, des colonnes entières face à cette arme qu'ils n'avaient pas su identifier à temps. Certains comprennent enfin, en lisant ce rapport, pourquoi tel ou tel Panther s'est effondré à une distance qu'ils jugeaient pourtant sûre quelques semaines plus tôt. Les survivants des divisions de Panzer qui ont combattu dans les Ardennes apprennent ainsi, avec des mois de retard, la véritable nature de la menace qu'ils affrontaient déjà depuis l'automne précédent. Pour eux, cette information aurait pu, en théorie, modifier leur façon de combattre, leur façon de choisir leurs angles d'engagement, leur façon d'évaluer le danger réel sur le champ de bataille. Mais en janvier 1945, ce savoir ne change plus grand-chose à l'issue stratégique de la guerre. La Panzerwaffe, l'arme blindée allemande qui constituait l'un des piliers de la puissance militaire du Reich depuis 1939, a épuisé l'essentiel de ses réserves offensives dans cette dernière grande offensive à l'ouest. Les chars perdus dans les Ardennes, qu'ils aient été détruits par un M36, abandonnés faute de carburant ou capturés en état de marche par l'avancée américaine, ne seront pas remplacés à temps pour inverser le rapport de force. L'Allemagne entre dans les derniers mois de la guerre avec une force blindée diminuée, sur deux fronts qui se referment simultanément, à l'est comme à l'ouest. Ce rapport arrivé trop tard ne raconte donc pas seulement l'histoire d'un retard administratif isolé. Il illustre, à une échelle plus large, l'effondrement progressif d'un appareil militaire et bureaucratique qui ne parvient plus à transmettre l'information utile au moment où elle pourrait encore faire une différence. Pour les équipages allemands qui combattent encore, ce savoir tardif ressemble moins à une révélation qu'à un constat funèbre. Ils savent désormais nommer l'arme qui a détruit tant de leurs camarades. Mais nommer une menace, quand la guerre elle-même touche à sa fin, ne suffit plus à en triompher. Mars 1945. Le Rhin, dernière grande barrière naturelle protégeant l'Allemagne sur son front occidental, se referme à son tour. À Remagen, où un pont ferroviaire a été capturé presque intact par les forces américaines quelques semaines plus tôt, des colonnes entières traversent le fleuve vers l'intérieur du Reich. Des M36 figurent parmi ces véhicules qui franchissent l'eau, symbole discret mais réel de cette avancée qui ne rencontre désormais plus de résistance blindée allemande capable de l'arrêter durablement. La guerre en Europe touche à sa fin. Dans quelques semaines, elle sera terminée. Au moment de dresser le bilan de cette arme tant attendue, tant retardée, les chiffres qui émergent méritent d'être regardés avec la même rigueur que celle qui a manqué, pendant des mois, à ceux qui ont retardé son déploiement. Le M36 Jackson,
sur l'ensemble de son engagement en Europe occidentale, a détruit environ 350 blindés allemands, dont une quarantaine de Tiger II, selon les estimations les plus citées par les historiens. 350 blindés. Le chiffre, mis en perspective, reste modeste face à l'ampleur des pertes allemandes subies sur l'ensemble du front de l'Est, où les chiffres se comptent par milliers face à l'armée rouge. Le M36 n'a jamais été, et ne pouvait pas être, l'arme qui a seule renversé le rapport de force entre les Alliés et l'Allemagne. Le mythe d'une arme miracle capable à elle seule de faire basculer une guerre ne résiste pas à l'examen des faits. Le M36 n'était pas non plus l'unique chasseur de chars apprécié des équipages américains. Certains préféraient nettement le M18 Hellcat, plus léger, plus rapide, capable de se repositionner en quelques secondes pour éviter une riposte, même si son canon de 76 mm restait inférieur en puissance pure à celui du M36. La vérité qui émerge de cette histoire est plus modeste, mais plus solide que celle d'une arme miracle. Ce qui a véritablement permis à l'armée américaine de surmonter son retard initial face aux Panther et aux Tiger, ce n'est pas un seul canon, ni un seul véhicule, ni une seule décision technique. C'est avant tout la capacité industrielle des États-Unis, qui produit environ 2300 M36 au cours de la guerre, contre environ 500 Tiger II construits par l'Allemagne sur l'ensemble du conflit. Cette disproportion industrielle, à elle seule, en dit plus long sur l'issue de la guerre que n'importe quelle fiche technique comparant deux canons sur le papier. À cela s'ajoute une logistique américaine capable, malgré ses lenteurs et ses erreurs, d'acheminer des hommes, des munitions, des pièces détachées sur des milliers de kilomètres, depuis les usines du Michigan jusqu'aux haies du bocage, puis aux forêts des Ardennes. S'ajoute aussi un renseignement militaire qui, même imparfait, même en retard sur certains rapports cruciaux, finit par s'adapter et par apprendre, contrairement à son homologue allemand paralysé par les ruines de Berlin. Et enfin s'ajoutent les hommes eux-mêmes. Les équipages américains qui ont appris, souvent au prix de leur vie, à patienter dans les haies normandes ou belges, à attendre le bon angle, le bon moment, la bonne distance, plutôt que de foncer tête baissée contre un blindage qu'ils savaient supérieur au leur. C'est cette combinaison de facteurs, industriels, logistiques, humaines, bien plus que la puissance brute d'un seul canon de 90 mm, qui a fini par faire pencher la balance. Après la capitulation allemande, le M36 ne disparaît pas immédiatement des champs de bataille. Quelques années plus tard, en Corée, certains exemplaires reprennent du service face à des blindés nord-coréens et chinois bien différents de ceux qu'ils avaient affrontés en Europe. Le châssis et le canon, conçus dans l'urgence d'une guerre mondiale, prouvent une endurance qui dépasse largement leur conflit d'origine. Au fil des décennies suivantes, des exemplaires sont cédés ou vendus à d'autres armées à travers le monde. La France en reçoit, la Yougoslavie en reçoit, Taïwan en reçoit également. Le M36, né d'un compromis technique et d'un blocage bureaucratique enfin levé, continue de servir dans des contextes géopolitiques que ses concepteurs n'auraient jamais pu imaginer en 1944. Le dernier exemplaire connu n'est retiré du service actif que bien plus tard, en 1993. Un véhicule conçu en quelques mois, dans l'urgence d'une guerre qui semblait perdre la course contre le temps, finit par servir près d'un demi-siècle. Cette longévité, étrange pour une arme née d'un compromis hâtif, raconte peut-être la véritable leçon de toute cette histoire. On a longtemps voulu voir dans le M36 une revanche technique, l'arme qui aurait enfin permis aux équipages américains de regarder un Tiger droit dans les yeux sans trembler. La réalité est plus nuancée et finalement plus instructive. Le M36 n'a jamais été invincible. Il n'a jamais percé tous les blindages allemands à toutes les distances. Il a souffert des mêmes lenteurs bureaucratiques, des mêmes erreurs de renseignement, des mêmes méfiances initiales que tant d'autres équipements de cette guerre. Ce qui a finalement permis aux Alliés de l'emporter ne tient pas dans un seul canon ni dans une seule fiche technique miraculeuse. Cela tient dans une capacité industrielle capable de produire des milliers de véhicules quand l'adversaire n'en produit que des centaines. Cela tient dans une logistique capable, malgré ses failles, de faire parvenir l'équipement nécessaire jusqu'aux haies normandes et aux forêts ardennaises. Cela tient dans des hommes capables d'apprendre, de s'adapter, de patienter dans le froid et la peur, jusqu'à ce que la bonne arme, au bon moment, leur permette enfin de répondre. Et cela tient aussi parfois dans des décisions prises au mauvais moment, dans des refus institutionnels qui coûtent des vies avant d'être enfin levés, souvent trop tard pour ceux qui ont payé le prix de cette lenteur.
L'histoire du M36 Jackson n'est donc pas celle d'une arme miracle qui aurait à elle seule terrassé les Tigers allemands à 3000 mètres. C'est l'histoire plus complexe, plus humaine, d'un retard institutionnel, d'une erreur de mesure, d'une mort accidentelle qui a libéré un dossier bloqué, et d'hommes qui ont dû apprendre sous le feu à faire confiance à un canon que leurs propres généraux avaient mis des mois à valider. C'est peut-être la leçon la plus dure de toute cette histoire. Les guerres ne se gagnent pas seulement avec des armes miracles. Elles se gagnent avec des usines qui tournent, des hommes qui tiennent, et des décisions prises au bon moment, par les bonnes personnes, avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour ne manquer aucun récit de cette guerre, et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de ces équipages américains, en attendant dans le froid des Ardennes qu'un canon promis depuis des mois daigne enfin arriver. Voilà. Le script est terminé. Dis-moi si tu veux que je révise un passage, que j'ajuste la longueur d'un acte, ou qu'on passe au prochain projet.